les amis et bienvenue à ce 10e épisode Origine Montréal Balado. Donc aujourd'hui, on continue sur l'histoire de Bryson parce que c'est simple, il faut parler de Bryson pour pouvoir parler des camps de bûcherons. J'ai eu plein de questions, j'ai eu des gens qui m'ont écrit, fait que merci beaucoup. Ça suscite beaucoup d'intérêt, surtout ceux qui adorent ce côté historique du Pontiac. J'amène une perspective différente parce que la manière que je vous conte cette histoire-là, c'est dans le but de décoloniser un peu certains concepts de toute l'ère historique du Pontiac et de l'Outaouais, mais du Pontiac spécifiquement. Et puis, mon but, c'est d'enraciner l'histoire des Franco-Pontois et Franco-Pontoises dans le Pontiac. Une partie qu'on a souvent niée. On a aussi mis les francophones comme étant des acteurs mineurs dans cette grande histoire du Pontiac, mais pourtant, on va vraiment démystifier tout ça avec les camps de bûcherons. Je l'ai fait aussi au niveau de la colonisation un peu dès le début. Donc, l'objectif, c'est ça, c'est vraiment de se donner une nouvelle perspective de notre histoire, puis la compter de façon populaire, de façon que, que tout le monde peut parler, peut jaser. Mes références, c'est des références de documents faits par des historiens, des gens qui s'intéressent à l'histoire. La documentation là, et aussi les archives nationales du Québec, les archives de l'Outaouais. Il y a plein de sources que j'utilise. Donc, je me base sur des faits et je pose beaucoup de questions. Donc, dans ces questions-là, c'est toujours relié à l'époque. Donc, je veux comprendre la mentalité, parce on peut bien dire certaines choses, mais si on ne comprend pas vraiment la situation réelle de l'époque sur le terrain, on n'a pas vraiment le sens réel de la situation et de ce qui s'est vraiment passé. Donc, moi, je suis curieux à ce niveau-là. Moi, je suis un historien amateur, j'adore ça. Je ne suis pas parfait non plus, mais je veux populariser le goût de l'histoire. Donc, c'est pour ça, c'est important. Puis je viens d'une famille qu'on se conte des histoires et on s'est toujours conté des histoires. On comptait des histoires de notre famille. Moi, j'ai grandi dans les visites de cuisine. J'ai déjà parlé de ça. Donc, c'est là mon goût a démarré dans ma jeunesse. Et aussi, ben, mon art est attaché à ça. Ma vie d'artiste est attachée à cet enracinement-là qui est important à faire pour moi. Donc, puis je vais le partager avec vous autres. Donc, aujourd'hui, on continue avec Bryson. Bryson. Hein? Tout un personnage, hein? On a vu le lien là, avec Colton. Donc, c'est important de mentionner d'où vient ce personnage-là. Pour qui se prenait? Hein? Ben, il se prenait pour Bryson. C'est simplement ça. Il vit dans une époque où l'expansionnisme, impérialisme, mercantiliste est à son plein essor partout. Pas juste dans le Bas-Canada, pas juste dans le Haut-Canada. N'oubliez pas l'expansionnisme américain. Hein? Après la guerre d'indépendance, ils veulent se rendre vers l'Ouest. Donc, on veut prendre des territoires espagnols, l'Espagne aussi. Fait qu'on est encore dans le mode colonial. Puis le Pontiac étant au cœur de tout ça. On est au cœur des conflits aussi de nos empires, de nos rois, de l'Europe. On est encore on est attaché aux ficelles de l'Europe. Donc, tout ce qui se passe là-bas a un impact ici. Donc, on ne peut pas s'en cacher. Donc, on a parlé de la guerre de Napoléon, le bois et carré, le besoin de l'Angleterre en bois et comment Philemon Wright a pu en profiter pour bâtir son empire. Et ça continue avec Bryson. C'est de l'expansionnisme. Philemon Wright avait une limite et puis, comme j'ai dit, Bryson a trouvé une opportunité pour se rendre dans le Pontiac puis utiliser la compagnie La Baie du Son. Il a acheté le terrain du fort, parce qu'il y avait déjà une petite fermette, il y avait déjà des petites terres défrichées, donc il est parti de là. N'oubliez pas, la colonisation n'avait pas encore débuté officiellement. Il y avait des squatteurs, il y avait d'autres gens. On va aller voir d'autres personnes dans le Pontiac, on va aller fouiller dans un petit peu de détails qui étaient ces gens-là, puis qu'est-ce qui est en arrière de leur raison d'être dans le Pontiac, puis cette volonté d'explorer et de coloniser ce territoire. Mais avant ça, je veux vraiment parler des Anishinaabeg, les Algonquins sur le territoire. Je veux démystifier. Ils étaient ici à cette époque-là. Il y a eu un moment donné
une histoire populaire que, oh, quand ils sont arrivés ici, il n'y avait personne, il n'y avait pas d'Algonquin, il n'y avait rien. C'est faux. Si vous faites vos recherches au niveau des Oblats, vous allez trouver plein d'informations. Vous allez même trouver de l'information sur les relations. Et c'est là ce qu'on a pu aller chercher de l'information, c'est les relations entre ces barons et les Algonquins, puis comment est-ce qu'on les a repoussés, qu'on les a enlevés de ces territoires. On a utilisé l'intimidation, on a utilisé des lois, on a utilisé de la force un peu, de la force politique, sociale. Il ne faut pas oublier la loi sur les Indiens, c'est en 1820-21. Donc, cette loi-là venait pas mal aider des gens comme Philemon Wright et Bryson. Parce que Bryson, qu'est-ce qu'il a fait quand il a pu acheter le terrain? Il a pu à ce moment-là demander s'acheter des droits de couple sur la Coulonge. Donc, c'est comme ça qu'il s'est produit, parce que ça lui donnait une base pour continuer au niveau de l'expansionnisme, au niveau de l'exploitation forestière, du pain blanc et d'autres essences d'arbres, mais c'était vraiment le pain blanc qu'on cherchait. Donc, de là, le lien que j'ai fait de la famille Colton. Un autre lien que je vais faire pour montrer à quel point que Bryson était encouragé de venir ici, qui faisait partie de la grosse clique, c'est que il a profité son alliance et son réseautage pour pouvoir bénéficier lui aussi des glissoires de Philemon Wright pour rendre son bois à Québec lui aussi avec les bois écorés et à travers les Raffman. Donc, à travers la flotte de bois écorés. Donc, c'est important de le mentionner, il a profité de ça. OK? Donc, c'est important de comprendre que c'est pas un hasard que Bryson arrive ici, qui est en arrière de lui, qui est en arrière de la machine, le rouleau compresseur que j'utilise, le terme, c'est ça. Okay? C'est la poursuite. Il y a un territoire à aller chercher et comme j'ai dit, c'est le coffre-fort. Il y a un coffre-fort qui s'ouvre. Okay? Donc aussi, à l'époque, il y a une grande compétition. C'est un territoire convoité. Il y a de la compétition féroce. Puis pour contrer ça, mais il crée la Banque d'Ottawa. La fondation de la Banque d'Ottawa, la Banque des bûcherons, c'était justement pour financer ces chums, entre eux autres, la possibilité de s'acheter des droits de coupe du gouvernement. Magouille. Donc, ça l'a vraiment influencé au niveau de son empire. Donc, le crédit financier à cette époque-là, ça venait des familles alliées, les Colton, aussi les marchands du bois, pas juste dans la région, mais d'ailleurs au Québec, les investisseurs locaux, les capacités d'emprunt, puis tout ça, c'est à cause que, pourquoi il va tout avoir ça? Il avait gagné une réputation financière à cause de ses liens, ses liens de famille, ses alliés aussi. Donc, ils s'entraidaient financièrement, en autres mots. Donc, il se passait le crédit entre eux autres. En tout cas, c'était un peu un jeu là, monétaire qu'on utilisait pour pouvoir financer toutes ces activités. Euh, on parle de rôle d'agent des terres, c'est plus tard quand il développe, il se donne l'opportunité de pouvoir aider à la colonisation des cantons tout le tour, et puis on lui a donné les titres, il a fait même de la politique, il est devenu maire, fait qu'il y a vraiment ça. On parle aussi de Samélis, on a toujours parlé de Samélis. Il y a une petite anecdote un peu, pour montrer un peu le côté l'image, l'importance de se donner une image dans sa communauté. Bryson se mettait dans son habit de lieutenant-colonel de la milice du Pontiac. Il paradait. Il y a des documents qui parlent qu'une fois de temps en temps, il se mettait dans son habit puis il paradait un peu partout dans le village de Fort-Coulonge et son entour
Et puis, au début, il dit, ben, hey, le gars, il se prenait pour quelqu'un d'autre. Oui, mais il y avait une raison pour ça. Puis, la raison des milices dans le Pontiac, on n'en parle pas, parce qu'il y a plusieurs places qu'on parle de milices, les villages, les cantons, il y avait des milices. C'est pas nécessairement la guerre américaine. La guerre américaine, la dernière guerre, c'est de 1812 à 1815. Ici, c'est un peu plus tard. Et ici, c'est vraiment la guerre des bûcherons, c'est la guerre de territoire, c'est des conflits, on parle des Shiners, mais aussi, qu'est-ce qui se passe au Canada, puis on craignait beaucoup, parce qu'on avait beaucoup d'Irlandais qui s'en venaient ici, c'était le mouvement des Fenians. Et puis, il y avait vraiment une crainte dans l'Outaouais, dans notre région, que les Fenians seraient révoltés et puis seraient pris à l'industrie forestière. Ils seraient pris à George Bryson, à tous ces gens-là, Philemon Wright. Puis oui, il y avait des armes, Bryson. Oui, il y avait, parce que pour avoir une milice, il fallait avoir l'équipement pour pouvoir défendre le territoire au cas d'escamouches avec ces groupes terroristes des Fenians. Donc, voyez-vous un peu le truc. Fait que lui, pour lui, c'est important qu'il parade chez lui, dans sa cour, Fort-Coulonge et tout ça, pour montrer que s'il y avait des Fenians, qu'il y avait une présence euh, militaire, milice, qui était prêt à défendre les intérêts de la couronne britannique sur le territoire, et surtout dans l'industrie forestière. Fait que toute cette question de milice-là, c'est ça. Je vais aller plus en détail avec les milices, mais mon but, c'est vraiment les chantiers, les bûcherons, tout ça. Donc, Philemon Wright, avec son aide financière, sa accréditation, que je parlais dans le dernier épisode, puis là, je vous en parle, c'est ça. L'accréditation, c'est l'image, c'est aussi sa réputation et son lien avec la famille et l'empire Colton Wright. Il a été vu comme seigneur parce que tous ses titres, il n'était pas seigneur comme dans les seigneuries, mais il y avait ce titre-là, il y avait un titre honorable parce qu'il avait fait aussi de la politique. Donc, tous ces titres-là, ça l'influence, puis ça a un impact dans la conscience collective des gens et des bûcherons et des colons à l'époque. Donc, n'oubliez pas, au début, il allait recruter ses hommes à la façon de Philemon Wright, c'était déjà là, hein? Et puis, quand la colonisation est arrivée, mais c'était à son avantage, parce que les hommes n'avaient pas besoin de retourner dans le bas du fleuve ou dans leur paroisse ou dans leur comté d'origine. Ils pouvaient s'acheter une terre. Donc, ça lui permettait d'avoir une base de main-d'œuvre facile et accessible. Puis, à un moment donné, tu n'as plus à t'inquiéter, ces hommes-là vont revenir parce qu'ils vivent sur une terre saisonnière et pendant la période de bûchage, ils partaient dans les chantiers, dans les camps. Philemon Wright, lui, dans la façon qu'il payait, c'était payé par mois et tout ça, je vous ai déjà parlé de ça. Bryson avait commencé avec ça, avec un contrat, tout ça. Puis à un moment donné, à la fin, il était payé par job. Donc, combien d'arbres qu'il a coupé, combien de cordes ou de longueur de bois, de quantité de bois, les hommes étaient payés à ce niveau-là. Ça, c'était la nouvelle façon de faire les choses. Et puis, dans les chantiers, Bryson, avec Philemon Wright, au début, tout était inclus. On s'occupait de toi. Ben, on s'occupait, là. OK? Il avait commencé à la fin de charger des frais au bûcheron. Bryson, lui, il a continué ça au point que les hommes payaient 1 pièce en moyenne, 1 pièce par jour pour se faire nourrir, pour avoir une qualité de vie. Donc, tu faisais payer un salaire, mais il fallait que tu payes pour pouvoir, comprenez-vous? Donc, Bryson avait trouvé une façon aussi de se faire du cash avec le salaire des hommes. Puis au bout de la ligne, on disait, puis il y a des documents qui disaient les hommes partaient avec moins d'argent souvent quand ils sont arrivés dans les chantiers. Puis on disait qu'ils étaient bien payés. Ben, à une certaine époque, on pouvait le dire, je n'ai parlé une des épisodes, on avait cette impression-là, mais le coût de vie à l'époque, comme aujourd'hui, est très élevé. Donc, même si tu avais le plus beau salaire, si le coût de vie puis la pauvreté étaient incroyables, ça débalançait. Donc, au niveau des chantiers dans le Pontiac, c'est comme ça que ça s'est déroulé. Donc,
il y a un bon livre que j'ai parlé. L'auteur, Madame Baudouin, elle a fait vraiment j'ai partagé dans les balados auparavant. C'est une bonne source d'information parce qu'elle explique vraiment c'est comment les salaires puis comment les hommes étaient payés. Puis à un moment donné, il va y avoir la pitoune. Donc, on payait par corde. Combien d'arbres que tu vas couper? Tu étais en équipe de deux souvent, puis tu étais payé par jour par rapport à la quantité de bois que tu avais coupé. Puis, donc, et aussi les charretiers, il y avait aussi le personnel des camps, les cuisiniers, les contremaîtres de camp. Il y a plein de gens liés à tout ça. Il y a bien des gens qui me parlent des femmes d'un chantier. Au début, les femmes n'étaient pas là. On parle d'arrivée des femmes dans les années, au début du 20e siècle, jusqu'au début des années 20-30. Là, on commence à voir les femmes qui arrivent dans les chantiers, mais c'est en cause que ils vivent à proximité des camps de bûcherons. Donc, c'est pour ça qu'il y a des routes, il y a des choses qui sont plus accessibles. Et puis, là, on parle d'un salaire. Ça, c'est différent rendu à cette période-là. Mais moi, je parle tout de suite dans le début de l'ère de l'Empire de Bryson et toute cette question-là, le début. Je sais qu'il y a des gens qui sont vite à aller, mais moi, j'ai vraiment, on va se rendre là. On va se rendre jusqu'à aujourd'hui, les bûcherons, puis la coupe, puis les permis de coupe, on va en toucher. Euh, Parce que ça fait partie de notre histoire locale. C'est important, je vous mentionne ça, parce que il faut prendre le temps avec mes balados, parce que j'aimerais tout dire dans une heure, mais c'est impossible. Mais c'est important d'avoir les étapes et on peut voir le progrès de cette industrie-là qui avance au fur et à mesure que le temps avance et l'époque aussi. Donc, Philemon Wright, il signait des contrats, les hommes étaient payés au bout de la run, il était payé par mois. Bryson a fait la même chose, mais après ça, le système a changé. Après ça, il a commencé pas payé par mois, mais payé par la job. Le job fait dans les chantiers. On chargeait les hommes un loyer, une pension d'1 dollar par jour. Si les hommes avaient besoin du matériel, il allait se le procurer au magasin du village qui appartenait à son frère et à la compagnie Wright. Donc, le Fort Coulonge est un village de compagnie. Tu sais, il faut se mettre ça tout de suite dans la tête. Donc, les colons arrivent, s'installent, doivent faire affaire avec le magasin du village pour tout, hein, tout. Fait qu'on, c'était le lieu où on pouvait voyons, je peux pas dire le mot, mais on allait chercher tout ce qu'on avait besoin. Les outils, la farine, parce que c'était un magasin qui était aussi utilisé pour les chantiers. Fait qu'il y avait un lien là, commercial qui avait été établi par le frère de Bryson. Et puis, donc, il y avait vraiment une dynastie qui est en train de se créer, aussi avec Bryson Jr. qui a poursuivi. On va en parler aussi. Mais il faut comprendre, tout cet élément-là est essentiel parce que la vie d'un village de compagnie, si vous faites des recherches là-dessus, l'atmosphère, ça veut dire les citoyens étaient sujets de Bryson. On parle qu'il était maire, mais OK, mais regardez bien, si on regarde qui a le droit de vote à cette époque-là, les femmes n'ont pas le droit de vote, il faut que tu sois propriétaire d'un terrain. Pas encore, OK? Fait qu'il y a plein de choses qui rentrent en jeu. Donc, il devient député. Bon, ben, si on va voir combien de votes qu'il y a eu pour devenir député, on va dire, ben, OK, son influence a aidé qu'il soit élu. Comprenez-vous le jeu? C'est pour ça qu'on parle de conflit d'intérêts, puis de magouille, c'est ça. C'était le rouleau compresseur de l'Empire. Tu sais, c'était ça, puis c'était à l'époque. Mais il faut garder ce concept-là, c'est cet impact-là psychologique, social, chez ces hommes, chez ces employés de sa compagnie, même de son manoir à la maison Bryson, il y avait des employés. On parlait, il y a des gens, il y a des commentaires qui sont bien proches des esclaves. Oui, parce que c'est la relation entre le propriétaire, l'employeur, puis les employés à cette époque-là. On parle de 1800. Là. Si vous regardez un peu qu'est-ce qui se passe partout dans le monde, c'était rude. L'employeur était le maître suprême. Tu sais,
Donc, puis aussi, il y avait aussi des blacklists à cette époque-là. Puis la Banque d'Ottawa qui a utilisé Bryson, puis ça clique. C'était ça. Puis c'était pour contrôler qui et comment qu'on pouvait continuer à acheter des droits de couple sur le territoire dans le Pontiac avec le gouvernement. C'était tout lié, toutes ces choses-là, là, ça faisait partie d'un comme ça, là. OK? Donc, puis la compétition était féroce. Donc, c'est important de le mentionner. Il faut vraiment se mettre dans le contexte historique de l'époque. Les premiers chantiers, c'était toujours plus proche. OK? Donc, plus qu'il allait dans le territoire, il montait la rivière au fur et à mesure qu'il exploitait euh, la rivière Coulanges. Puis, il chargeait, parce que tu sais, tu as des partenaires, tu as des doigts de coupe, tu as des petites compagnies en l'air de lui qui ont besoin d'utiliser la rivière Coulanges pour envoyer eux aussi leur bio. Il les chargeait un droit de passage pour leur bio. Ça a été même en cours. Donc, il y a des documents il y a eu des moyens de pression, mais en étant juge de paix, puis lieutenant-colonel de la milice, puis son influence politique, le gouvernement a donné raison à Bryson. Donc, il a pu continuer à extraire des coups de des coups à ces petites compagnies-là, alliées, parce qu'il ne faut pas oublier, c'est lui qui a aidé ces compagnies-là à les subventionner pour pouvoir qu'il y ait des droits de couple. En tout cas, on s'en va dans un territoire assez drôle, complexe, mais drôle, mais pas drôle pour à cette époque-là, surtout quand tu veux exploiter l'industrie forestière, puis t'as le grand patron qui dit, OK, tu peux passer, tu peux y aller, mais on te passe l'argent pour les droits de couple, on va s'arranger avec toi. En plus, ben, quand tu passes, il va falloir que tu me payes un loyer pour passer tes billots dans ma glissoire au chute de Coulanges. Donc, mais Bryson, avec son lien familial avec Wright, il a bénéficié des glissoires. OK? On parle de tout ça, c'est important. Les hommes, quand il allait recruter, euh, c'est qu'est-ce que j'ai pu voir. J'ai trouvé l'histoire de François Bédard, qui est décédé en se rendant au chantier sur la Coulonge. Ils l'ont trouvé mort à l'embouchure, pas loin de la rivière Coulonge et la rivière Corbeau, Crow River, Corneille. Euh, la rivière Corneille, c'est la East Branch de la Coulonge. Ça s'appelait la rivière Corneille. Il se rendait dans un chantier pour le contremaître qui s'appelait Brennan. Donc, là, vous voyez, là, on rentre dans l'histoire des, euh, des bûcherons. Il est décédé en route. Normalement, les hommes se déplaçaient en groupe. Donc, j'ai fait un compte avec ça, j'ai fait une histoire. Euh, donc, ça se peut qu'il ait parti en retard, puis il se rendait au camp. Sûrement, il connaissait tout le territoire parce que marcher seul dans les chantiers, dans les routes pour se rendre dans les camps de bûcherons, c'était pas à sa première fois dans le coin. Et puis, à son âge qui est décédé, sûrement qu'il était recruté à toutes les années. Donc, c'est important de le mentionner, que la vie comme ça, c'était difficile. Les hommes qui se rendaient ici, il y avait des postes tout le long de la rivière des Outaouais, des comptoirs, j'appelle ça, ou des places de repos. Fait qu'au début, Philemon Wright payait les hommes, il y a des compagnies qui payaient le transport et l'arrivée des bûcherons. Donc, il signait son contrat, il dit, OK, on part, de tel groupe qui passe cette tête-là, tu pars avec, et vous allez suivre la rivière des Outaouais, soit en barque ou en bateau, ben, à un moment donné, c'est le bateau à vapeur, en barque, en canot, blablabla, pour se rendre dans les chantiers. Puis, il y a des arrêts que vous allez faire. Inquiétez-vous pas, on s'occupe de vous. Vous allez manger, vous allez dormir, et le lendemain, vous allez partir. Pas de frais. Fait que c'était pour s'assurer, il y avait des bases de même pour que les hommes puissent monter la rivière pour se rendre dans les chantiers. Une fois dans les chantiers, mais il était pris là jusqu'à la fin du contrat, à la fin du contrat de bûchage de la Drave ou encore pour se rendre à Québec là, sur les radeaux de Raffman. Donc,
ils étaient tous payés à la fin de la run, comme qu'on dit dans le jargon d'emploi ou de contrat. Hein. Donc, c'est ça la vie de bûcheron pour se rendre dans la région. Euh, il y a des images, il y a même des photos. Il y a des photos que j'ai vues, c'est super beau. Il y a une team de cheval qui tire une sleigh, un sleigh. Puis sur le sleigh, il y a le bagage des hommes. Puis les hommes sont en arrière, puis ils marchent. Je vais le partager à un moment donné. Qui marchent en arrière. Puis c'est écrit, c'est une photo d'archives. Je pense que c'est McLeod. Je suis pas sûr. Les archives de McLeod. Je pense que c'est McLeod, le nom. Et puis, c'est écrit les hommes qui se rendent au camp. Donc, ils se rendent au camp. C'est l'hiver, il y a de la neige. Donc, à cette époque-là, l'hiver commençait à plus de bonheur. Donc, moi, je m'en souviens quand j'étais jeune, Halloween, il y avait de la neige à Halloween. OK? Donc, ça devient on ne voit plus bien ça. Fait que si on part tard, septembre, octobre, c'est certain qu'il va y avoir de la neige sur le territoire. Donc, les chantiers, le début des chantiers, les hommes étaient payés par contrat. Après ça, on a commencé à charger les hommes une fois arrivés au chantier pour des frais. Donc, de nourriture, les outils, tout ça, tout ce qu'il y avait de besoin pour survivre au camp, 1$ par jour. Donc, c'est un peu ouais, parce qu'il y a des histoires qui disent que les hommes partaient bien proches aussi pauvres quand ils sont rentrés dans un camp de bûcherons. Puis, il y en a qui arrivaient avec rien. Donc, si tu voulais plus tard, on louait même les matelas. Donc, les matelas, c'est un temps par mois. Les couvertes, c'est un temps par mois. La nourriture, temps par mois. Donc, au bout de la ligne, on en profitait carrément des bûcherons puis des employés des chantiers. Le monopole financier industriel, mais c'est ça. Phineman Wright faisait partie de ce monopole-là. C'est comme ça qu'il a pu grandir son empire avec les Upper Ottawa Improvement Company en 1870. La banque de Bryson, la Bank of Ottawa, est devenue plus tard qui s'est fusionnée avec la Banque de Nouvelle-Écosse, la Banque Scotiabank. Donc, c'est pour dire un peu cet empire-là au niveau mercantile, au niveau du capitalisme. Faut pas avoir peur de dire ce mot-là. Puis oui, la compagnie Gilmore Hudson était énormément associée avec George Bryson puis la Banque d'Ottawa. Donc, c'était vraiment une magouille, une manière de s'entraider financièrement, se donner du crédit. Un peu qu'est-ce qui se passe avec Musk aux États-Unis quand il a parti son empire, ça fait ce qu'il a fait. Il a, il a emprunté de l'argent que l'argent n'était pas là. C'est un peu bizarre, tu sais, le jeu, le joug financier, mais c'est ça qu'il faisait. Il jouait avec ça. Puis ça se fait encore aujourd'hui, là. Donc, il y a des lois qui protègent la magouille. Puis encore, il y a de la magouille. Donc, c'est un peu ce côté-là. Donc, il a bâti son empire sur l'alliance avec la fortune de Colton. C'était le capital social. Puis avec son mariage avec Robina Colton. Donc, c'est ça. C'est ça l'empire et l'emprise de Bryson dans le Pontiac et son arrivée. Comme je disais, c'est important de mentionner le côté autochtone. Ça, je veux pas oublier ça parce que faut pas oublier qu'il a continué le rouleau compresseur. Il a utilisé des lois contre les Autochtones. Il a utilisé son influence. Il a utilisé l'intimidation politique, sociale et même territoriale parce que Bryson, mais Wright aussi, si quelqu'un n'avait pas d'affaire d'être là, il pouvait l'arrêter. Il pouvait l'envoyer en prison. Aussi, il y a des récits que Wright et Bryson a utilisé des brofards, des thugs. Donc, s'il y en avait un qui s'obstinait ou qui ne suivait pas la loi, les règles de Bryson sur le territoire, puis il contrôlait tout, là, tout ce qui marchait aussi sur le territoire, tout ce qui est relié au territoire. Donc, il pouvait utiliser son influence à ce niveau-là. C'est comme ça qu'on a repoussé les Algonquins
dans les réserves. Parce qu'il y avait une résistance. Les Algonquins voulaient rester sur le territoire. C'était leur mode de vie, c'était leur territoire à eux. Mais on les a vraiment volé le territoire. Donc, quand on parle de territoire cédé, c'est ça. Non cédé, excusez. Territoire non cédé, c'est ça. Ils ont vraiment pris possession avec la politique, avec l'intimidation, puis la force. Puis il faut en parler de ça. Puis Bryson, tu sais, on parle d'avoir dans le musée Bryson un côté autochtone, mais j'espère qu'on mentionne ça. Bryson n'était pas gentil. Hein? Et à ce niveau-là, il y avait une vision que, comme Wright, c'est un territoire non utilisé, c'est un territoire libre à lui. Okay? Donc, il a continué cette mentalité-là, impérialiste, aussi de mercantilisme envers le peuple algonquin, Anishinaabe. Puis, c'est sur le dos de ces gens-là que ces gens-là a fait ce qu'ils ont fait. Fait qu'il faut se le dire, il faut s'en parler, il faut le dire ouvertement. Donc, pour moi, c'est le côté encore plus caché de notre histoire du Pontiac puis de la région. On parle très peu de ça. Aussi, moi, personnellement, j'aimerais ça voir un jour qu'on crée une société, la nation algonquine, qui se crée leur propre société d'histoire pour contrer tout ce qui se fait. Parce qu'il y a des choses incroyables à aller chercher et à aller dire pour démystifier, pour décoloniser l'histoire de l'Outaouais et du Pontiac. Ça vient de moi. C'est important de mentionner tout ça parce que l'industrie forestière, c'est fait sur le dos des Algonquins et sur le dos des Anishinabés. Puis pas juste dans le Pontiac, mais partout, pas mal au Canada. C'est important de le mentionner. Et puis, moi, j'aimerais ça de voir de plus en plus le droit un droit acquis du peuple algonquin et sur cette industrie-là comme partenaire à part entière. Donc, je vous laisse là-dessus. On va continuer. Là, vous voyez, là, on s'en va dans les camps de bûcherons. Et puis, merci, il y a des gens qui m'écrivent, merci, vous posez des questions, on échange des idées, des concepts, c'est ça le but du balado. Donc, n'oubliez pas, partagez-le, c'est facile, des petits boutons, là, partagez sur votre page Facebook, sur vos réseaux sociaux, et puis parlons-nous de notre histoire du Pontiac, de notre angle, de nouvelles perspectives, puis parler de vérité, puis de démocratiser l'histoire de notre région et de la rendre accessible à tous. Donc, à la prochaine, mes amis. Salut! Qui garde le dernier mot.